encore une petite 1 ou 2 minutes, le temps qu'on ait un peu plus de personnes encore. Et je profite donc pour vous dire que demain, vous recevrez un mail vous demandant de répondre à un petit questionnaire de 4 questions, en fait, simplement pour vous demander comment s'est passée cette conférence, qui est une première, et du point de vue technique, et puis sur le fond même, sur le sujet. Voilà. Donc, merci d'avance d'y répondre. Donc, je vous enverrai le mail demain. Voilà. Eh bien, il est 20h30. Nous sommes une quarantaine de personnes. Je vais vous laisser la parole, Virginie, pour commencer cette soirée sur le repas, l'alimentation de l'enfant, qui est vraiment un sujet central pour les parents dès la naissance de l'enfant. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Sylvie, merci pour l'organisation, à vous, à votre équipe. Et puis merci effectivement à toutes les personnes qui se connectent. Alors avant de commencer, de vous présenter, alors j'ai fait un support visuel parce que ça va être un petit peu plus ludique de pouvoir l'utiliser. Mais juste, je vais me présenter aussi. Donc je m'appelle Virginie, je suis diététicienne, nutritionniste, ingénieure en nutrition. J'ai 40 ans et je suis aussi maman. Je vis en partie les préceptes qu'on va échanger ensemble, les galères, les bonnes astuces. Et à mon niveau, donc j'ai 2 enfants, un de 13 ans et un de 16 mois, entre autres à charge avec moi. Donc, je vous ai préparé un petit support que je vais partager tout de suite avec vous. Je rappelle donc juste pour les dernières personnes qui se connectent, donc de plutôt couper vos caméras, comme ça vous aurez, comme le disait Sylvie, un meilleur débit. Ce sera plus confortable pour vous et pour tout le monde pour assister à ça. Et puis, je vais partager pour ma part mon écran et vous devriez normalement pouvoir voir le petit document PowerPoint que j'ai préparé pour vous ce soir. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais commencer par vous présenter le menu. En fait, bien manger pour les enfants, l'alimentation du jeune enfant et du moins jeune, je pense aussi aux adolescents, c'est un vrai défi et ça dépend aussi d'où on se situe, de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit de nourrir nos enfants simplement qu'ils mangent quelque chose et c'est important et que c'est important de leur faire plaisir? Est-ce que c'est important de veiller à la nutrition au niveau de leur corps? Ou est-ce que c'est important après tout que peu importe qu'on mange, peu importe presque le plaisir du moment qu'on soit aussi à la cantine, à table, à des moments clés avec les autres? Alors, je crois que la bonne alimentation, je peux vous le dire d'ores et déjà, c'est celle qui nourrit le corps, le plaisir et la convivialité. Donc, on va aborder un peu la soirée sous ces différents angles, en commençant par comprendre quels sont les enjeux de l'alimentation et de l'alimentation équilibrée. Donc, en tant que nutritionniste, je vais faire quelques rappels et puis revenir aussi sur l'importance du plaisir et comment on peut développer, cultiver le plaisir de nos enfants et même sur des aliments qu'a priori, on peut penser un peu difficiles. Donc, j'ai pris l'exemple des légumes pour parler ce soir. Et puis, je reviendrai sur cette notion de convivialité. Je pense que tout le monde l'expérimente en ce moment. C'est un peu mis à mal. C'est difficile de pouvoir partager des temps repas comme on l'aimerait. Et je crois que tout le monde se rend compte à quel point ça peut être important d'avoir ces moments-là. Donc, on est un corps, on est un esprit. On va essayer de prendre soin de nos enfants à tous les niveaux. Alors, pourquoi nourrir nos enfants? Je crois, Sylvie, vous l'avez dit d'ailleurs, que c'était vraiment à la présence des parents et notamment très fort au moment de la naissance et pendant la première année de vie des enfants. On a remarqué que c'était très, très, très prégnant pour les parents de prendre soin de l'alimentation de leurs enfants, en gros jusqu'à la marche. Et puis après, les enfants, ils mangent comme les autres membres de la maison et on remarque d'autres différences. Si je reprends un petit peu pourquoi on nourrit nos enfants, eh bien, vous voyez sur cette image, alors peut-être que vous voyez ma souris aussi. Vous voyez ma souris, la petite flèche. Cette image qui nous rappelle qu'on est construit à partir de tout ce qu'on va mettre dans notre corps
Et quelle mutation quand on voit les transformations énormes qu'il peut y avoir entre un individu qui fait 50 cm jusqu'à un individu qui fait 1,80 m, 1,60 m. Comment ça marche tout ça? Eh bien, pour que ça fonctionne, on prend du milieu extérieur de l'oxygène, on respire, et des aliments. Et ces aliments, on va les intégrer. Et avant même qu'on les intègre, ils commenceront déjà à satisfaire notre plaisir, avant même qu'on les intègre. Et il se trouve qu'on va être amené à manger à peu près 40 tonnes de nourriture en 60 ans. Donc, je vous laisse imaginer l'importance que peut prendre l'alimentation en volume pour les enfants. En les mangeant, on va satisfaire ce que l'on appelle les besoins émotionnels, c'est-à-dire miam, c'est bon, je vais revenir dessus un petit peu plus loin, et on va satisfaire pour le corps les besoins plastiques, c'est-à-dire on mange des aliments qui vont se transformer en matière, vraiment en os, en muscles, en cheveux. Et puis, ces aliments vont aussi satisfaire nos besoins énergétiques. Les besoins énergétiques, ce sont les aliments qu'on va manger et qu'on va transformer en énergie, en chaleur ou en mouvement. Donc, ça veut dire que c'est des aliments qui, au bout du compte, disparaissent. Vous vous doutez bien que les 40 tonnes de nourriture en 60 ans ne restent pas. Il y en a une partie qui reste pour satisfaire les besoins plastiques, la matière, et une partie qui est vraiment dépensée, brûlée. Et enfin, il y a une autre catégorie de besoins qui vont être satisfaits avec notre alimentation, c'est ce que j'appelle les besoins de fonctionnement. On peut appeler ça aussi les besoins de santé. C'est d'avoir des aliments qui vont nourrir spécifiquement notre immunité, notre système hormonal, le fait que les enfants ont le cerveau qui réfléchisse, qui dépense, enfin qui fonctionne. On a des besoins vraiment de nutriments spécifiques. Donc, on mange des aliments. On récupère après digestion des nutriments qui vont satisfaire différentes sortes de besoins et s'il y a des déchets, on les élimine. Donc voilà comment ça marche, le fait de prendre soin au niveau biologique et biochimique de nos enfants. Alors, maintenant, on sait que soigner l'hygiène de vie de nos enfants, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour la croissance immédiate, mais aussi pour la croissance long terme. C'est-à-dire que les enfants et nous-mêmes, nous sommes faits de ce que l'on mange, de ce que l'on respire, de ce que l'on dort et de ce que l'on bouge. Et ces 4 piliers d'hygiène de vie sont fondamentaux pour avoir des enfants en bonne forme, des ados en bonne forme, être un adulte en bonne forme et un vieillard en bonne santé et mourir en bonne santé. Ce sont vraiment des critères importants pour une santé court terme, mais aussi une santé long terme. Et parfois, on l'oublie un petit peu. Alors, j'aime bien reprendre cette petite phrase de Francis Blanche qui dit que mieux vaut penser le changement que de changer le pansement. Et on est vraiment là au niveau de l'alimentation familiale. C'est vrai que ça demande des efforts quotidiens, mais les changements qu'on opère pour le mieux-être de nos enfants et de nous-mêmes nous évitera plus tard d'autres problématiques. C'est un engagement ou un investissement, mais il y a un bon retour sur investissement. Alors, comment ça marche, nourrir le corps de nos enfants? Avec quel type d'aliments? Si je suis un peu plus précise, alors je vais vous en parler un peu vite, parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler de l'équilibre alimentaire. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez retenir peut-être 2-3 mots-clés ou 2-3 images clés pour la construction des repas de nos enfants. Alors, je vais utiliser l'image de ce voilier pour vous figurer comment on peut constituer une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée parce que ce voilier, c'est comme une comparaison avec le corps de nos enfants. Et chaque case, chaque partie du voilier, ce sera une catégorie d'aliments que l'on pourra, qui servira pour nourrir ce bateau. Avec évidemment comme catégorie d'aliments essentiels pour qu'on soit en santé, pour que nos enfants aillent bien, ça va être l'eau. L'eau, c'est vraiment la boisson indispensable. C'est la boisson essentielle sur la table familiale. Et je parle bien d'eau sans sirop, sans jus de fruits, sans autres liquides qui seront là ponctuellement pour le côté plaisir, on en parlera après, mais nos enfants sont constitués de plus de 70% d'eau au démarrage et cette eau, elle doit être renouvelée régulièrement.
Ensuite, pour la constitution du corps de notre enfant, donc pour la constitution de la coque de ce voilier, on va avoir besoin des aliments bâtisseurs, des aliments pour la plastique du corps. Et on va retrouver là les matières grasses, on va retrouver là les viandes, les poissons, les œufs, et on va retrouver également les produits laitiers. Alors, tant que l'alimentation n'est pas diversifiée, ce sera le lait maternisé ou le lait maternel qui couvrira tous les besoins de cette coque de navire et même tous les besoins de notre voilier. Là, je vous présente l'équilibre qu'on veut atteindre une fois l'alimentation diversifiée. Et puis ce voilier, là, on l'a constitué, le corps de notre enfant, on l'a constitué, mais encore faut-il qu'il bouge et qu'il se mette en mouvement. Alors, hissez la grande voile, messieurs, dames, et nourrissons nos enfants avec des féculents. Et ça tombe bien, en général, c'est un aliment qu'ils aiment bien. Alors, les féculents, c'est tout ce qui est pâtes, pain, riz, pommes de terre, mais aussi lentilles, pois, etc. Pour que ce voilier vogue bien droit, on va avoir besoin de voiles avant, qu'on appelle des focs, qui seront alimentés par les fruits et les légumes. Et jusqu'alors, ce bateau est plutôt équilibré. Maintenant, on peut avoir un petit coup de booster avec des sucreries. Tant que la voile arrière reste petite, tout va bien. Et évidemment, tout ce qui est alcool est complètement proscrit. Je le rappelle parce que vous avez probablement aussi des grands. L'alcool reste un toxique pour le corps, même à 14 ans, 15 ans, 18 ans. On est encore en construction. Sachez que le cerveau se construit au moins jusqu'à 25 ans d'après les dernières études. Donc, c'est important de préserver nos enfants. Sur le bateau de droite, vous voyez la tendance actuelle, c'est-à-dire l'alimentation des enfants et des adultes, à quoi elle ressemble aujourd'hui par rapport à l'équilibre qu'on cherche sur le bateau de gauche. Et on voit bien le côté massif de notre coque de bateau, que la voile des sucreries est beaucoup plus grande et que la voile des fruits et légumes est un petit peu maigre. C'est pourquoi vous avez ces messages de prévention de santé publique qui vous disent pour votre santé, mangez moins gras, moins de viande, éventuellement, et surtout moins sucré, et manger plus de fruits et légumes. Donc on sait bien que c'est dans cette direction-là qu'on veut aller avec nos enfants, et la question, ça va être comment faire. Donc une assiette type sur un repas serait à peu près autant entre les féculents et les légumes, une petite portion de viande et des laitages, bien entendu. Alors, comment les enfants naviguent? Je me suis amusée au cours de mon expérience professionnelle aussi en rencontrant différentes personnes à dessiner les bateaux alimentaires de mes patients ou des enfants que je rencontrais en établissement scolaire. Et je vous en présente quelques-uns et qui sont assez emblématiques. Et finalement, ce qu'il y a à retenir là, peut-être, c'est de se dire, oui, on va remplir les assiettes, mais en effet, en fonction du type d'aliment qu'on va avoir, eh bien, on aura des organismes là bien remplis en fruits et légumes, mais peut-être pas assez en énergie, donc ça peut faire des enfants fatigués. Sur le bateau de gauche, eh c'est bien en sucre largement, mais c'est peut-être un bateau un peu chétif. Et puis ici, au contraire, des voiliers et des navires qui peuvent être un peu massifs, et vous le savez, cela prédispose au surpoids, à l'obésité et tout le mal-être que ça peut engendrer, la gêne physique. Donc, c'est important effectivement de réussir à jongler avec toutes nos familles d'aliments pour tendre vers un équilibre. Alors, comment veiller à l'équilibre? Je vous fais juste un tout petit aparté pour vous faire un rappel et je pense que le personnel de la CAF Touraine sera d'accord avec ça. Sachez que vous disposez d'un carnet de santé, que dans le carnet de santé, vous avez plein d'infos de prévention santé qui sont très importantes et très utiles. Et on peut suivre dans le carnet de santé ce que l'on appelle l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, qui est un rapport entre le poids et la taille pour se rendre compte finalement de comment vont nos enfants et si on doit avoir des attentions un peu particulières sur leur alimentation. Sachez que l'on classe en général l'IMC entre 18 et 30 ou au-delà de 30 sur des critères de normalité ou de surpoids, mais attention parce que ces critères-là sont des critères réservés aux adultes. Pour les enfants, ce n'est pas du tout le même calcul et j'insiste pour vous dire que c'est dans le carnet de santé que ça se passe. Vous avez peut-être vu ça. Normalement, le médecin ou le pédiatre le remplit et si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire vous-même.
Et suivre les choses au cours du temps, ça veut dire que, par exemple, ma ligne rouge montre un IMC à 20, et ce qui peut être un critère complètement normal chez l'adulte, mais on se rend compte que chez un enfant de 5 ans, on n'est pas dans un critère de normalité, puisque le but, c'est d'être entre les deux courbes noires, que chez un enfant de 10 ans, c'est OK, un peu limite, et que chez un enfant de 17 ans, c'est largement dans les normes. Et que finalement, un enfant en croissance harmonieuse, ça peut être un enfant qui suit la courbe verte claire ou qui suit la courbe verte foncée, puisqu'on a des constitutions différentes, du moment que ça suit cette espèce de vague qui monte, qui descend et qui remonte. Ce qui nous inquiète plus, c'est quand on voit que la courbe change un petit peu de parallèle. Si vous voyez, là, la courbe rouge, hop, elle coupe un peu les autres, ou la courbe orange ici qui fait des vagues et qui descend et qui risque d'aller sur un enfant trop chétif, trop en sous-poids. Donc c'est un critère qui peut être intéressant des fois pour suivre l'état de santé de nos enfants. Alors, si je dois résumer sur les besoins spécifiques de nos enfants en matière d'alimentation pour qu'on arrive au comment faire pour y arriver à tout ça, je vous dirais qu'entre 0 et 6 mois, je pense que tout le monde est OK avec ça. C'est le lait, la base de l'alimentation de l'enfant, avec une diversification qui démarre en général autour de 5 mois. L'OMS recommande plutôt 6 mois et ça dépend de l'appétit des enfants. Et on commence en général par les légumes et par les fruits pour initier justement le goût à tout ça. Que l'objectif, c'est d'arriver à avoir à peu près 4 repas par jour à l'âge d'1 an, même si on a démarré à 1 ou 2 mois avec 8, 10, 12 tétés, pas de problème, du moment qu'on arrive globalement à environ 4 repas par jour. Et vers 1 an et demi, 2 ans selon les enfants, la diversification est vraiment bien avancée. C'est important pour un enfant de 2 ans d'avoir un équilibre alimentaire qui se rapproche le plus possible du bateau et qu'on veille à adapter les quantités de chaque catégorie à l'appétit de nos enfants. Et c'est là que ça va nous demander beaucoup de temps, de travail, de patience pour observer et comprendre aussi quel est l'appétit de nos enfants et distinguer la notion de faim de la notion d'envie. Quand il s'agit de la faim, c'est que l'enfant exprime les besoins de son corps. Quand il s'agit des envies, c'est que l'enfant exprime des besoins sur son plaisir. Et les deux doivent être satisfaits, mais c'est important de ne pas les confondre. Donc, on continue de choisir des aliments de bonne qualité, quand bien même l'enfant est diversifié. Si on avait des attentions particulières sur des légumes de saison, etc., on continue pour arriver à une alimentation la plus équilibrée et la plus saine possible. Alors, concrètement, ce qu'on retient de ça, c'est que pour nous parents, ça va être un engagement de gérer finalement des horaires de repas à peu près. C'est-à-dire qu'on s'est fixé sur 4 repas par jour. C'est important, j'insiste sur le petit déjeuner, sur le goûter, qui sont des repas. On va porter de l'attention à apporter des aliments le plus qualitatifs possible, donc autant que possible, les plus basiques souvent sont les meilleurs. Donc les plus basiques, c'est souvent les produits qu'on fait à la maison. Et puis de gérer l'équilibre de nos assiettes, c'est-à-dire ce fameux bateau alimentaire, et d'en gérer les quantités. Alors, comment faire? Comment on s'y prend? Comment on peut y arriver? La clé pour les enfants, c'est d'apprendre dans le plaisir, et j'ajouterais même dans le jeu. Les enfants arrivent à s'éduquer et à développer des nouvelles capacités alimentaires à condition qu'ils prennent plaisir. Et le plaisir, alors, comment ça marche? Alors, c'est vrai qu'on demande à des enfants d'aimer des trucs, mais peut-être qu'ils ne les connaissent pas. Et c'est un point de départ intéressant. Il y a une étude qui a été faite, alors ça fait maintenant une dizaine d'années, enfin 8 ans, auprès d'élèves de primaire où on leur demandait de reconnaître des aliments. Et il se trouve que 87% d'entre eux ne reconnaissaient même pas la betterave. Comment aimer un aliment qu'on ne connaît pas? Donc ça va être important pour aider nos enfants de les éduquer au sens vraiment leur apprendre à reconnaître les produits. Et les reconnaître, c'est les reconnaître visuellement, c'est les reconnaître aussi au niveau du goût. Mais alors, d'où vient le goût de nos enfants? Comment les aider à faire leur palais quelque part? Et comment les aider à aimer, bien sûr, le chocolat? On n'a pas besoin de les aider, en général, ils y arrivent tout seuls, mais comment les aider à aimer la viande, le poisson, les légumes,
les fruits, etc., etc. Je rappelle cette petite phrase de Léonard de Vinci qui nous disait « plus on connaît et plus on aime ». Et c'est vrai, c'est plus vous entendrez une musique, plus vous finirez par vous y habituer, plus vous l'aimerez. Plus vous rencontrerez quelqu'un que même vous n'aimez peut-être pas trop, ben plus vous apprendrez à le connaître, plus vous l'aimerez. C'est une vérité assez générale et qui s'applique très bien à la nourriture. Alors, d'où vient le goût? Comment nourrir le plaisir de nos enfants? Alors, on sait qu'assez naturellement, assez instinctivement, on est programmé pour aimer ce qui sera bon et nourrissant pour le corps et pour ne pas aimer ce qui pourrait nous risquer un empoisonnement. Et les aliments un peu amers, historiquement, c'était des aliments à risque d'empoisonnement. Les aliments un peu amers, on les trouve beaucoup dans les légumes. Donc voilà pourquoi, assez spontanément, on n'a pas forcément d'appétence pour les légumes. Et assez naturellement, on aime le sucré. Et on aime le sucré parce que le sucré amène une forme d'énergie pour le corps, pour le cerveau. C'est la survie qui est en jeu. Et donc, on a été programmé pour aimer ces aliments-là, pour éviter l'empoisonnement et avoir des ressources en énergie. Si bien que tous les nouveau-nés, et quelles que soient les ethnies de par le monde, auront une mimique un peu spécifique quand on leur propose certaines saveurs. L'acidité, par exemple, une moue un peu dubitative. Le sucré, une mine vraiment réjouie. Et si on voyait les mains, c'est vraiment main ouverte. Le troisième visage vous montre un enfant en contact avec l'amertume. Donc, il y a une aversion vraiment naturelle, avec les poings fermés et quelque chose d'inquiétant. Et le salé apporte une réponse assez neutre. Alors, sachant ça, on sait qu'on va avoir une éducation à faire au niveau de cet organe du goût et un apprentissage, un accompagnement de nos enfants. Et c'est peut-être là quelque chose vraiment de clé à retenir, de bien pouvoir accompagner nos enfants. Alors, comment ça marche? On est doté de capteurs sensoriels hyper perfectionnés. Alors, cette image-là, elle n'est pas faite pour être lue dans son détail, mais c'est vraiment pour vous rappeler qu'on a des yeux qui vont avoir la capacité de repérer des couleurs, des formes. On a le sens du toucher qui va nous apporter des infos sur la texture, sur des sensations. Le nez, bien sûr, nous renseigne sur les arômes, les odeurs, et même les oreilles vont nous renseigner quand on mange, si ça croque, ça cracote, ça croustille. Tout ça sont des informations de plaisir ou de déplaisir importantes. Et évidemment, la langue, avec ses bourgeons gustatifs, nous renseignera sur la sapidité, à savoir le salé, le sucré, l'amertume et l'acidité. Donc, c'est tous nos organes sensoriels qui vont nous servir quand on mange. Et l'important, c'est peut-être de se servir justement de tout. Et quand on va manger un produit, nos organes sensoriels vont envoyer des sensations à notre cerveau reptilien. Il va ensuite en découler une cascade d'émotions. Et ces émotions de joie, de peur, de dégoût peuvent nous inviter justement à analyser la situation et nous encourager à recommencer ou surtout pas recommencer. Et dans ces moments-là, les enfants ont aussi besoin d'être accompagnés parce que s'il y a une émotion un peu de peur par rapport à une sensation, eh bien, en les accompagnant, en les rassurant, en disant mais si c'est bon, regarde, maman, papa, ton frère en mange, tu peux le manger, on est sur quelque chose qui est bon pour toi, eh bien, encourager et les aider. À l'inverse, si on est sur quelque chose d'un peu violent, si on est un peu buté, s'il y a de la colère qui s'affiche à ce moment-là sur ces goûts-là, eh bien, ça peut cristalliser un dégoût assez important et qui peut durer parfois toute la vie. Donc, jouons la carte du plaisir et si ça ne marche pas du premier coup, c'est pas grave, on s'arrête et on recommencera plus tard. Alors, qui est responsable du goût et des dégoûts de nos enfants? On comprend qu'il y a quand même une part innée. C'est naturel, on a une préférence pour le sucré, on aime moins d'autres goûts. Après, c'est un jeu d'éducation. Et ce que l'on a remarqué, c'est quand on fait cette éducation en milieu scolaire ou quand on fait cette éducation périscolaire, eh bien, ça marche moins bien que quand c'est fait dans la cellule familiale. Et c'est là un petit peu le pouvoir magique de la famille et des parents. C'est-à-dire que quand on fait des expériences éducatives autour du goût avec les parents, sans pression, c'est-à-dire qu'on ne se met pas de stress, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, on recommencera la semaine prochaine ou le mois prochain. Et en prenant tout notre temps, comme on apprend à nos enfants à faire leur lacets, et on prend notre temps, on répète, eh bien, a priori, ça marche bien et on a des bons résultats. Ça veut dire que ça nous implique drôlement, nous, en tant que parents.
Ça nous implique parce que ça sous-entend qu'on doit être des bons modèles. On doit être modèle et on doit montrer l'exemple. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, alors je regrette de ne pas pouvoir vous voir parce que d'échanger en direct avec vous, de voir vos réactions, c'est très nourrissant aussi pour moi. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez que vos enfants mangent des légumes, eh bien, c'est que vous allez devoir en manger vous aussi. Que autant que possible, ça va être important de manger tous le même type de repas, même si on va ajuster bien entendu les quantités à chacun des membres de la famille. Et que les habitudes familiales vont être importantes et vont venir s'ajouter aux habitudes familiales les habitudes du collectif, c'est-à-dire du scolaire, du centre aéré et de tout ce qui va se passer aussi autour des autres expériences que nos enfants vont traverser. Et parfois, on va s'en servir de ces expériences parce que si la betterave est passée à l'école, eh bien on pourra la répéter à la maison. On sait que ce n'est pas une question de goût si les enfants ne la mangent pas, mais c'est peut-être autre chose. Alors, je voulais juste vous proposer un petit exemple pour comment faire quelques astuces autour de l'apprentissage du goût et le fait que les fruits et les légumes soient mieux adoptés par nos enfants. Je vous montre quelques exemples. Alors, peut-être que le point principal, c'est d'apprendre à les reconnaître, à les nommer, à nommer leurs couleurs, à nommer leur famille. Parce que la catégorie des végétaux, enfin la catégorie végétale est immense. Ça peut regrouper des légumes, ça peut regrouper des fruits, ça peut regrouper aussi ce qu'on appelle des féculents sous forme de céréales ou de graines de légumes secs, qui sont des féculents. Et il y a tellement de variétés dans la catégorie végétale que ça peut être important aussi d'apprendre à les reconnaître. Et puis, d'apprendre à les reconnaître plus précisément. Si j'avance un petit peu plus loin sur les légumes, on pourra les regarder d'un peu plus près et puis faire la part des choses entre des légumes racines, comme le navet, le radis, la carotte, avec les légumes feuilles, comme la salade, l'épinard, le poireau ou l'oignon, et puis les légumes fruits. Et oui, la tomate est un fruit, le haricot vert est un fruit, le poivron est un fruit. Un légume fruit est un légume qui vient d'une fleur. Et rien que ça, raconter ces histoires-là à nos enfants, les démystifier, leur présenter et leur permettre d'apprendre à connaître ces produits-là, ce sera plus facile pour eux de les consommer après. Tout en sachant qu'on a tellement de saisons, on a de la chance dans notre pays, on a plein de saisons, on a tellement de produits à disposition qu'on peut les avoir en cru, en cuit, en boîte, en surgelé, en fermenté. Fermenté, c'est par exemple les cornichons ou la choucroute. On peut les avoir tout seuls, on peut les avoir mélangés, on peut les avoir sous tellement de formes qu'on trouvera bien des formes qui plairont à nos enfants. Et ça, c'est une vraie note d'espoir. Et l'autre astuce, ça va être d'utiliser leur grande imagination et leur imagination dans le plaisir et dans le fabuleux. D'inventer des histoires. Là, c'est un œuf dur avec 2 rondelles de carottes, 2 clous de girofle qui ont été posés par. C'est un de mes patients qui a fait cette photo sur un lit d'épinards. C'est l'histoire dans la purée, évidemment. Et rien que le fait d'avoir ajouté des petits bouts de pommes cuites sur un enfant qui n'aimerait pas la pomme, eh bien, ça peut être une autre manière d'aimer la pomme. Et plus on aura d'histoires à raconter, plus ça aidera nos enfants à accepter de manger ne serait-ce que la petite oreille de la souris, eh bien c'est suffisant, on a fait manger un peu de carottes. Et puis on va jouer aussi à développer la sensibilité globale de nos enfants. La sensibilité globale de nos enfants, j'insiste, c'est les 5 sens. Ça veut dire apprendre à nommer des couleurs, apprendre à nommer le toucher d'un gâteau, le toucher d'un jouet, le toucher d'une moquette ou le toucher du bois. Et plus on apprend les textures à nos enfants, plus ce sera facile pour eux de les apprendre en bouche. Et plus les enfants grandissent, plus c'est important de les accompagner également avec des mots, parce que le cerveau a besoin de mots pour enregistrer des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, et puis pour enregistrer des expériences. Et de dire si c'est pâteux, mou, collant, picotant ou pas, ça peut être déterminant pour adapter les assiettes et adopter des nouveaux goûts. De jouer à table, de jouer avec la nourriture. Alors oui, on peut jouer avec la nourriture, au contraire, je vous le recommande. Et c'est quelque chose à mettre en pratique avec vos 5 sens, avec les 5 sens de toute la famille, parce que tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. Il y en a qui voient des choses que les autres ne voient pas, il y en a qui sentent des choses que les autres ne sentent pas. Et ça va être vraiment intéressant de jouer avec tout ça. Alors, quand
mais le plus souvent possible, même si j'ai conscience qu'avec le télétravail, le travail, les enfants, les différents âges, le scolaire et tout ça, c'est pas toujours évident, mais on n'est pas obligé de le faire tous les jours du moment qu'on le fasse régulièrement. Donc, à retenir pour cette partie-là, pour cultiver et développer le plaisir de nos enfants, c'est de reconnaître en effet qu'il peut y avoir des tempéraments différents et des goûts différents à la base, mais que ces goûts peuvent changer et que le changement, ça peut prendre du temps. On ne demande pas à un enfant de tout réussir à faire avant l'âge de 3 ans. C'est vrai que le plus on a mené d'expérience avant l'âge de 3 ans, le plus c'est facile après. Mais on peut jouer avec tout ça jusqu'à 20 ans, 25 ans, et même les adultes peuvent rééduquer leur goût. Alors, comment faire pour y arriver à faire tout ça? Et il se trouve qu'on sait aussi aujourd'hui qu'un enfant qui mange seul, c'est un enfant qui prend moins de plaisir. Et je crois que c'est pas nouveau, même nous les adultes, on sait reconnaître qu'on a beaucoup plus de plaisir à manger différentes choses, et même des choses qu'on croirait ne pas aimer, si on partage des bons moments avec les autres. Donc, pour nourrir le plaisir, on va s'appuyer beaucoup sur notre sensorialité individuelle et le fait d'être très rassuré par nos proches. Maintenant, le fait d'appartenir à un groupe, à une famille ou à une cantine, le fait d'être avec des autres et de voir les autres faire, ça donne de la confiance aux enfants. Et ça, c'est fondamental. Ils ont besoin de se sentir en sécurité et en confiance pour pouvoir manger et ingérer, mettre dans leur corps des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne reconnaîtraient pas. Et puis, ça va être important aussi, puisque c'est pendant ces moments de partage que l'éducation et l'apprentissage va se faire. Alors, par rapport aux règles alimentaires, faut-il forcer les enfants? On peut en débattre après, mais a priori non. Je crois qu'il est important de les forcer plus ou moins à goûter. Alors, goûter, ça peut être j'ai mis sur la lèvre et sur la langue et je crache, c'est goûter, c'est OK. Mais pas forcer à manger, pas forcer à déglutir, à consommer, à ingérer forcément. Alors, faut-il les laisser faire? A priori, oui, c'est-à-dire de proposer un petit choix, de les laisser choisir s'ils commencent finalement par les patates ou par les carottes. C'est pas si important que ça pour nous. Ce qui compte, c'est de les apprivoiser et de les aider, eux, à apprivoiser leurs assiettes. Est-ce qu'il faut laisser un enfant choisir ce qu'il doit manger pour autant complètement? C'est-à-dire, on rentre du boulot, on demande aux enfants, bon, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Les enfants de 6 ans, des enfants de 8 ans, des enfants de 12 ans n'ont pas la compétence nutritionnelle pour savoir que ça pourrait être bien de manger un peu de légumes ou un peu de viande, pour savoir réclamer un artichaut s'ils ne connaissent pas l'artichaut. Je crois que c'est vraiment à la famille de choisir, et notamment aux adultes, ce qui va être cuisiné, ce qui va être mis à disposition des enfants. Après, par contre, l'ordre dans lequel c'est mangé, est-ce que c'est mangé à la fourchette, à la cuillère, avec les doigts, est-ce que c'est mangé entièrement ou pas, ça n'est pas important. Il y a différents stades d'apprentissage. Je pourrais revenir là-dessus plus en détail si ça vous intéresse dans le cadre des questions, mais on sait que selon les âges, il y a des stades où on fait vraiment comme maman, après on recopie vraiment trait pour trait, puis après on joue un petit peu au contraire à des rôles, on fait exprès de s'opposer un petit peu. Il peut y avoir aussi des stades de ce qu'on appelle de néophobie alimentaire entre 3 et 11 ans. Ça veut dire que tout ce qui est nouveau, on a un peu peur de ça. Tout ceci, c'est normal. On doit, nous, en tant que parents, garder de la tolérance et savoir qu'un refus un jour, c'est juste un refus un jour. Ça n'est pas un refus toujours. Attention aussi, je le mets rapidement en bémol, aux parents qui suivraient des régimes assez restrictifs pour eux-mêmes. Parce que quand on explique à un enfant qu'il doit manger un petit peu de viande et que soi-même on n'en mange pas, ou qu'on explique à un enfant que c'est bien de se mettre à table pour manger et puis que soi-même on ne mange pas, ça envoie des messages contradictoires et ça peut être très compliqué au niveau cognitif pour les enfants de comprendre ce qu'ils doivent faire. Les enfants se développent par imitation. Ils prennent tout de nous, donc encore une fois, soyons autant que possible de bons exemples, ou les meilleures versions de nous-mêmes, je pourrais dire. Alors, comment bien les accompagner, nos enfants? Je crois que c'est important de satisfaire leurs besoins nutritionnels, donc on veille quand même à une proposition, une offre alimentaire qui apporte au moins des aliments bâtisseurs, des aliments énergie et des aliments santé. On va chercher à leur faire plaisir, donc on va jouer, on va jouer, on va jouer. Et petit à petit, on va transmettre notre propre éducation, on va leur apprendre comment faire pour progresser.
Alors, quelques exemples juste avant, peut-être Sylvie, vous me dites, sinon quelques exemples avant de rouvrir le débat. Juste avant Oui. d'ouvrir le débat, Virginie, je vous interromps juste Oui. 2 secondes. Il y a quelqu'un qui tape au clavier et ça perturbe on vous entend, mais il y a quelqu'un qui pourrait suspendre son clavier ou couper son son. Ce serait mieux parce que du coup, ça gâche un peu. Merci, excusez-moi. Mais merci pour l'intervention. Alors, si la personne peut... Continue, manifestement, elle n'a pas dû entendre. Hein. Ah, Ben, oui, en même temps, tous les Ouais, micros sont c'est coupés, bizarre. donc je ne sais pas. Il Ouais. y a peut-être un petit bruit, enfin, je il ne y a sais un pas. petit bruit. Alors, pour autant, Ouais. moi, je ne touche pas à mon clavier, mais bon. Alors, je vais essayer de parler peut-être de manière plus audible. Mon enfant qui refuse de manger, quelles astuces, comment faire? Il refuse, il ne veut pas. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de faire goûter un peu, et puis tant pis, on passe à l'aliment suivant. Et on peut aussi jouer avec les aliments, les mélanger les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il ne veut pas goûter de sa purée de carottes, on va peut-être mettre un petit bout de viande sur la purée de carottes s'il aime la viande, et ça sera ce qu'on appelle l'alimentation de pont, un moyen de faire aimer de manière détournée, de faire goûter la carotte parce qu'en fait, il voulait manger son petit bout de viande. Ça peut être aussi, ça doit être, pardon, d'oser répéter. On sait que pour qu'un nouveau goût soit vraiment accepté, enregistré dans notre cerveau comme comestible et comme bon, on doit parfois répéter l'opération de 15 à 20 fois. La moyenne des mamans, parce que l'étude avait été faite sur des mamans, je vous rapporte les résultats d'une étude, en France, s'arrêtait au bout de 5 à 7 fois. Au bout de 5 à 7 fois qu'on avait présenté l'artichaut à un enfant et qu'il n'en voulait pas, on se disait, bon, c'est qu'il n'aime pas ça. Non, on doit être plus persévérant et aller jusqu'à au moins 15 à 20 fois. Et encore une fois, on encourage, on valorise. Le bâton par rapport à la carotte, au sens punition ou encouragement, c'est visiblement sur l'alimentation plutôt l'encouragement et la carotte, la motivation qui va aider nos enfants à goûter, parce que la privation d'autre chose, ça ne fonctionnera pas. Et le pire serait de priver de dessert sous prétexte qu'on n'a pas mangé notre chou-fleur, parce que ça renforce l'attraction vers le dessert et la répulsion vers le chou-fleur. Au niveau émotionnel, c'est contre-productif. Donc, on reste cool autant que possible, c'est pas toujours facile, et on répétera les expériences. On n'est pas obligé de tout faire dans la même semaine, on a des années pour y arriver. Donc, je crois que c'est une question d'habitude et d'audace. Faites-vous confiance. Je crois aussi que là, on est vite dans le doute parce qu'on a peur que nos enfants manquent ou n'aient pas assez à manger. Encore une fois, faites-vous confiance. Vous avez aussi la courbe de croissance pour vérifier qu'il grandit bien. Vous savez que s'il a faim, il vous réclamera d'une manière ou d'une autre. Et s'il doit manger un petit bout de pain en plus pour compenser, pas de souci, du moment qu'il regoute le chou-fleur ou l'artichaut quelques temps plus tard. Il existe parfois des rejets un peu plus marqués, un peu plus violents, et ça peut être lié à des sensibilités gustatives plus fortes. Vous savez que certains parmi nous entendent bien, entendent mal, voient bien, voient mal. Il y a des enfants qui ont, au niveau de la langue, des sensibilités très absentes ou très présentes, trop présentes, tellement présentes que les aliments leur semblent trop forts. Il y a des spécialistes pour ça, et souvent les orthophonistes sont bien placés pour vous parler pour aider les enfants qui seraient vraiment sur des rejets très, très, très importants. Un enfant qui picore, s'il ne grignote pas entre les repas, sous-entendu entre ces 4 repas, aucune inquiétude, tant que vous suivez la courbe de corpulence, tant que tout va bien au niveau de sa croissance. L'enfant sait naturellement reconnaître ses signaux de faim et de non-faim. Et il y a des petits mangeurs, c'est vrai, mais qui continuent de bien grandir, donc tout va bien parce que l'absorption intestinale de ces enfants-là est très performante. Je crois que la clé, ou une des clés, en tout cas c'est ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est vraiment l'éveil dans les assiettes. C'est d'apporter de la joie et du plaisir dans les assiettes. Là, j'avais mis à disposition des purées et des légumes à des enfants. Je leur avais juste demandé de constituer leur propre assiette comme une activité artistique. Et après, pour les manger, ils en avaient largement plus envie. C'est-à-dire que même si là, il y a des purées de betterave et que certains disaient « Ah non, la purée de betterave », et bien à la fin de leur assiette, une fois qu'ils l'avaient composée, ils disaient « Ah, j'aimerais bien goûter quand même ». Donc, jouer vraiment sur le côté culturel, jouer avec la nourriture. Alors, on n'a pas toujours le temps et on n'est pas toujours artiste. Et ben, on laisse faire les enfants. Là, ce que je vous présente, ce sont des assiettes d'enfants. Donner encore plus envie.
On évitera le prêt-à-manger. J'ai une réserve, par exemple, sur les pommes-potes. La pomme-pote, c'est très pratique hein, pour dépannage, enfin la compote en gourde, pardon. Simplement, c'est une compote que l'enfant ne voit pas avec ses yeux, ne sent pas avec son nez, va à peine sentir avec sa langue, puisque c'est gloup, c'est vite ingurgité. Et du coup, on n'a pas vraiment fait une éducation gustative à ce moment-là. Ça peut être très pratique pour des moments où le but, c'est de nourrir et non pas d'éduquer. Mais au courant, au quotidien et en systématique, je dirais non. La cuillère et le pot peuvent être importants. C'est un exemple. On évitera aussi de nourrir nos enfants devant les écrans parce que ça capte une grande partie de leur attention. Et puis, on parlera à les enfants plutôt des aliments et non pas de nutriments. On ne peut pas parler à un enfant de santé, même à un ado. Difficile de dire, bah si, mange ça, c'est bon pour ta santé. Par contre, on peut dire, bah si, mange ça, parce que quand tu feras du sport, tu verras, tu vas courir plus vite, ça va être plus intéressant pour toi. C'est de les motiver avec le sujet qui leur parle. Alors voilà pour les plus artistes, on a des radis à gauche, des brocolis, du riz et puis différentes sortes de féculents pour colorer les assiettes. Vraiment, j'insiste sur ce côté ludique, sur ce côté jeu et même de faire confiance aux enfants parce qu'ils savent le faire entre eux. En dehors des repas, on va éveiller aussi leur curiosité alimentaire. Pour tous ceux qui peuvent avoir un petit pot, faire pousser du persil ou ceux qui ont carrément un jardin, eh bien c'est formidable d'emmener nos enfants en course aussi pour leur montrer un peu les produits ou de les laisser interagir dans la cuisine, ne serait-ce que pour laver les carottes avant de les râper nous-mêmes. Le fait qu'ils aient vu un peu ce qui s'est passé, ça les met en confiance. Ça initie leur réflexion et ils ont une grande capacité d'apprentissage et une grande curiosité, nos enfants. Je me permets d'intervenir, Virginie, c'est super intéressant. Je vois qu'on est déjà à 21h10 et donc voilà, c'était pour vous rappeler le temps, qu'on ait un petit peu de débat aussi. Donc voilà, je vous laisse continuer. Tout à fait. Eh bien, on arrivait sur l'avant-dernière diapositive. Juste pour vous dire que, et le sucré dans tout ça, faut-il le bannir? Je ne crois pas. Mais je crois que c'est important de leur apprendre que ça doit être un aliment d'exception. Et c'est pas parce qu'un enfant ne semble pas grossir en mangeant des bonbons qu'on s'interdirait nous-mêmes que ça va être bon pour eux pour autant, parce qu'on sait l'habitude qu'on peut avoir sur le goût sucré et ce que ça peut générer après plus tard. On pourra en débattre. Et donc en conclusion, ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est peut-être la règle des 4 P en tant que parent. Patience, persévérance, progrès et plaisir. Et j'ai même rajouté un 5e P, partager en famille. C'est-à-dire que oui, l'éducation alimentaire, c'est un enjeu important. C'est vrai qu'on aimerait que ça se fasse en un clic. Et pour autant, ça va prendre du temps. On va avoir des moments où on va avoir des petits échecs, des difficultés. Mais nos enfants ont une grande capacité de progression. Et tant qu'on y met du plaisir, ça se passera bien le plus possible. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu autour de ce que je pouvais vous proposer pour survoler la question de l'alimentation de nos enfants et comment les aider à progresser vers une alimentation un peu plus saine, effectivement. Et puis c'est pour leur permettre d'être dans leur meilleur potentiel en tant qu'ados et en tant qu'adultes plus tard. Eh bien, merci Virginie. Du coup, on a quelques réactions. Je me permets d'intervenir. Alors, la première réaction qu'il y a eu, ça a été comment retrouver ce document qui est très riche, sur lequel il y a beaucoup de choses qui ont été partagées. Et rapidement, je pense qu'il y a des personnes qui seraient intéressées de revoir, revisionner le bateau, le sens du bateau d'ailleurs, ça a été posé au départ. Voilà, du coup. Alors, donc, pour revisionner tout ça, donc ce que je vais vous préciser, c'est que Sylvie va vous envoyer des liens et il y aura un replay aussi. Donc ça, vous pourrez le revisionner à votre bon gré. Et puis le bateau, je peux vous l'envoyer, Sylvie, en PDF et vous pouvez l'envoyer aux inscrits. Qui souhaiterait qu'il l'inscrive sur le questionnaire qu'on enverra demain et s'il souhaite effectivement avoir ces documents, effectivement. D'accord.
Et puis, on a travaillé, vous et moi aussi, sur une bibliographie. Je voulais le dire aussi aux participants de cette conférence. J'ai proposé une bibliographie d'ouvrages, de livres spécialisés aussi autour de l'alimentation de l'enfant. Et puis, avec la CAF de Touraine, il y avait aussi une jolie bibliographie qui avait été faite. Et on va vous laisser l'accès à cette bibliographie. Tout à fait. Du coup, alors on a quelques questions, mais je pense qu'elles vont arriver au fur et à mesure parce que les personnes ont été, je pense, prises par le sujet. Alors, une question directe, j'ai une personne qui dit, moi j'ai un neveu de 12 ans qui ne mange rien au repas de famille depuis des années. Comment je peux l'aider? Il est très maigre. Est-ce que c'est de l'anorexie? Ça peut. Alors, je ne peux pas dire si ça en est ou si ça en est pas, ne connaissant pas cet enfant, mais ça peut être des traces de troubles de conduite alimentaire. C'est important, vraiment important, de pouvoir manger avec quelqu'un. Et s'il n'est pas en capacité de manger avec la famille, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui l'en empêche. Et des fois, c'est pas du tout en lien avec l'alimentation. Des fois, c'est parce que le repas de famille, c'est aussi le lieu des fâcheries. C'est aussi le lieu, entre guillemets, hein, passez-moi l'expression, mais des règlements de compte de ce qui s'est passé dans la journée, des résultats scolaires, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et ça peut créer des blocages et des non-envies d'être à la table familiale. Alors, c'est important, moi, je trouve, d'en parler, de pouvoir verbaliser ça avec cet enfant-là, d'essayer de chercher le pourquoi. Et puis, sur la partie alimentaire, de vérifier est-ce que, du coup, il y a une compensation en dehors des repas? Parce qu'un enfant qui grignoterait beaucoup avant le dîner, par exemple, il n'aura pas faim, il n'aura pas envie d'être à table et il pourra aller s'isoler assez facilement dans sa chambre. S'il y a un point sur lequel je crois que les parents doivent garder de la fermeté, alors je suis plutôt cool, mais là-dessus, je dirais fermeté, c'est sur le manger ensemble. On ne mange pas chacun dans sa chambre ou dans une pièce différente de la maison. On n'est pas obligé de manger tous ensemble, mais au moins 2 par 2 ou tous en famille. Mais c'est important d'éviter de manger seul. Je pense que même les adultes le ressentent là avec cette période de télétravail et de vie confinée bizarre en ces temps de crise sanitaire, que le manger seul, c'est le meilleur moyen de manger mal, parce que trop vite, parce que trop ou pas assez, et d'être dans une espèce d'inconfort. Alors, c'est une question complexe. Ce qui est chouette, c'est de l'avoir repéré. Et peut-être dernière info sur cet enfant de 12 ans. Quand on a de l'inquiétude sur la maigreur, je reviens sur ce que je vous disais sur le carnet de santé. Alors, ce n'est pas à l'attente de le faire, c'est plutôt aux parents et en lien avec le médecin, d'aller vérifier un petit peu la croissance et le développement de la croissance, la corpulence de cet enfant. Et après, on est là, nous, les diététiciens, les orthophonistes, les psychologues, pour aider aussi à cette mise en place d'une alimentation familiale. Alors, beaucoup de questions hein, sur ces questions-là. Donc, du coup, je ne veux pas faire de tri, mais bon, alors je vais essayer de prendre dans l'ordre un petit peu hein, des réactions. Il y a une question, hein, le repas avec des enfants de 10 et 13 ans doit-il durer combien de temps? Parce qu'on a des ados, en fait, hein, c'est des pré-ados qui mangent très vite, je pense. Il y a entre guillemets la mastication. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On n'en a pas parlé du tout, c'est une excellente question. C'est important, il me semble, qu'on ait au moins une fois dans la journée, au moins une demi-heure à table. Parce que les enfants sont très pressés le matin en général, sont très pressés dans nos cantines et encore plus actuellement avec les services compliqués. Donc c'est important qu'ils puissent avoir un temps où ils apprennent à se poser à table. Au niveau de l'acte alimentaire, de la consommation alimentaire, on dit souvent que c'est 20 minutes minimum. Mais très franchement, à table, il y a aussi un temps pour parler un peu. Donc 20 minutes sur l'acte alimentaire, on peut se dire qu'un repas de 20 minutes, c'est quand même assez court. Donc on va se caler sur plutôt une demi-heure et ma foi, plus sans modération selon l'équilibre familial. Alors là, on a une question d'une maman avec un petit bébé et qui dit bonsoir, merci pour ce partage très inspirant. À partir de quel âge faut-il stopper le biberon du matin et du soir, qui est très réconfortant? Oui,
Alors là, on est vraiment, oui, sur la question du réconfort. C'est important dans le développement de l'enfant qu'il apprenne à se servir des petites tasses. Alors, vous savez, les petites tasses adaptées avec les poignées ou les petits bols, de les y inviter autant que possible. Alors, j'ai pas d'âge fixe à donner, mais en lien avec la scolarisation, c'est bien quand même que les petits-déj se fassent moins avec le biberon au moment de la scolarisation aussi. Le biberon du soir, c'est pareil, du moment qui est le repas quand même en solide qui a été pris. Parce que s'il reste un petit peu de biberon du soir pour le côté succion et tété, pourquoi pas. Mais si ça empêche d'avoir des aliments solides en texture dans la bouche, bof. Donc vers 2 ans, c'est vrai qu'on s'attend à ce que on ait vraiment une alimentation solide. Si le yaourt du soir est remplacé par un biberon, pourquoi pas, mais vraiment pas au-delà de la scolarisation. Et puis là, pour le coup, ma réponse, elle n'est pas ferme. On est plus au cas par cas selon les enfants et leurs besoins de réconfort et de succion. Merci. Une autre question. Alors bon, bonsoir. On ne force jamais à manger notre deuxième, mais il peut passer plusieurs repas sans manger. Mon mari se dit, on va donner des yaourts et on sait qu'il mangera. Moi, ça me frustre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça veut dire que cet enfant, si je comprends bien, comme il refuse de manger, il a au moins les yaourts. Et ça rassure un petit peu tout le monde parce qu'il mange au moins ça. Alors, je ne sais pas quel âge il a, cet enfant, mais je crois que ce serait important d'aller chercher un peu la cause. Qu'est-ce qui fait qu'il refuse de manger? Est-ce qu'il a besoin d'être plus accompagné? Est-ce qu'il a besoin que les textures soient différentes? Est-ce que c'est en rapport avec justement une tension à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une tension à table? On ne se rend pas compte, hein, je suis désolée pour les parents, mais on porte beaucoup de responsabilités sur le fait que nos enfants veuillent bien manger ou pas manger. Et puis, il peut y avoir aussi des périodes. Je pense aux périodes où les enfants ont des poussées dentaires. Je pense aux périodes où ils sont très enrhumés, très pris, où ça change beaucoup les perceptions et les sensations. Vous avez qu'à voir vous-même, hein, quand on est enrhumé, où on n'a pas du tout la même appétence, on n'a pas envie de manger solide, chaud, froid, enfin, c'est pas la même manière. Donc, je jouerai avec cet enfant en dehors des repas, avec les aliments, pour commencer à le conditionner, à le préparer, tiens, ce soir, on mangera ça, regarde, je les ai préparés. Selon son âge, je ne sais pas l'âge de l'enfant, s'il sait parler ou pas, d'essayer de lui faire dire s'il le veut un peu plus écrasé ou moins écrasé. Et puis d'y aller tout petit, même au doigt, à goûter avec le doigt, mais qu'il y ait au moins ce geste de goûter, d'intégrer sur la lèvre ou sur la langue. Et si c'est trop difficile, encore une fois, il y a des orthophonistes aussi spécialisés sur la question. Parfois, les enfants ont besoin de jouer avec leurs mains et leurs pieds sur d'autres textures pour accepter de mettre des trucs en bouche au niveau alimentaire. Alors, ça rejoint une autre question, du coup, et vous en parlez. Il y a une maman qui parle donc de sa fille qui ne mange pas de morceaux. Du coup, elle mange peu de féculents, beaucoup de yaourt, du fromage frais, de la purée. Alors, elle précise que sa petite fille est suivie par une orthophoniste et elle se posait la question, est-ce qu'il y a besoin qu'elle soit suivie par une diététicienne? Elle a 3 ans. Alors, oui, la diététique sera complémentaire en fait pour donner des idées d'autres types de féculents qu'elle pourrait manger et sous quelle forme. Je pense que c'est une indication effectivement d'aller voir une diététicienne pour en parler. Et puis, à propos des morceaux et des produits laitiers, c'est vrai qu'on peut se réfugier assez facilement dans le produit laitier parce qu'on sait que c'est relativement complet pour un enfant. Mais on ne peut pas s'en contenter ad vitam aeternam. Donc, c'est important de réussir à attraper d'autres types d'aliments. Et parfois, les morceaux, ils doivent être justement petits pour que l'enfant accepte, ou au contraire très gros. Je pense presque à une banane, vous voyez, quelque chose qui pourrait tenir dans sa main et porter à sa bouche par lui-même et attraper de lui-même la taille de morceaux qui lui conviennent. Ça peut être le cas avec le pain aussi. Et parfois, c'est les parents qui ont des peurs de fausse route qui
on s'en rend pas compte, hein, mais c'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Quand on va donner un morceau de pain ou un morceau à notre enfant, on est très précautionneux, on a peur, on l'observe. Et l'enfant, il va voir notre peur et notre réticence. Il va dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas que je mange le morceau pour faire plaisir à mon parent. Donc, ça peut être des messages un peu contradictoires et ambivalents. Donc, que le parent aussi se rassure par rapport à la compétence de son enfant sur les morceaux. Mhm. Donc, c'est un sujet un peu difficile parce qu'on est vraiment sur du cas par cas avec les Ouais. morceaux. Alors, on a des questions très précises, hein. Une maman qui dit, ma fille de 3 ans est sourde profonde et ne mange rien à table. Elle est suivie par une orthophoniste pour l'oralité. Malgré tout, je ne vois aucune différence. Que faire? Et elle mange en dehors des repas, a priori, si je A comprends bien. priori, oui, puisqu'elle n'est Ouais. pas à table. Ouais. Alors, là, c'est pareil. On essaye de faire exprès que les enfants ils aient faim au moment du repas. Donc, on évite tout ce qui est grignotage en dehors du repas. Et puis, là aussi, on est en face de lui, on montre l'exemple, on va essayer de... moi, j'ai remarqué, je vais vous donner un exemple précis avec mon fils de 16 mois. Alors, c'était pas le cas avec mon aîné, mais parfois, il faut que l'aliment il passe par ma bouche. Alors, je sais que ça peut être écœurant pour certains, mais il faut qu'il passe par ma bouche, qu'il ressorte de ma bouche pour qu'il aille dans la bouche de mon enfant. Ça peut être étonnant, mais la première bouchée, j'ai l'impression d'être un oiseau, une maman oiseau, qui donne la béquille à mon enfant. J'ai pas eu besoin de le faire pour mon aîné, mais ça peut être des fois des astuces et c'est des manières aussi de rassurer. Donc, pour cet enfant, le fait qu'il ait faim à l'heure du repas, c'est important. Juste qu'elle précise, cette maman, Marie, elle dit, elle mange de la charcuterie et du grignotage, elle grignote et c'est tout. Voilà, Ouais. c'est la Alors, précision. après, il y a le poids des habitudes qui s'installe. C'est-à-dire que si elle a pris l'habitude d'aimer le salé et la charcuterie, et que ça marche bien comme ça, eh bien, pourquoi faire autrement pour cette petite? Si on se met à sa place, c'est pourquoi faire autrement? Alors, peut-être que si elle aime la charcuterie, ça peut être l'aliment pont, justement, pour faire passer de la purée ou d'autres aliments à table. C'est bien de lui dire, écoute, ta tranche de jambon, je te la garde, je te la mets de côté, on va la manger tout à l'heure avec d'autres choses. Et alors, c'est au-delà de la récompense, mais c'est de la motivation, en fait, pour l'aider à accepter un petit bout de pomme de terre ou un petit bout de carotte, d'utiliser la charcuterie aussi. Mhm. Et de jouer beaucoup. Alors, je ne me rends pas compte à quel point la surdité peut compliquer la chose pour cette petite fille, mais de jouer beaucoup, de faire des mimiques, de montrer des sourires, de tirer la langue, des fois, c'est très archaïque hein, comme manière de faire. De manger avec les doigts, c'est permettre à l'enfant de se réapproprier l'aliment. Merci beaucoup. Alors, on a un autre témoignage d'une maman, Manon, qui nous dit, notre fille de 2 ans et demi ne mange que des haricots verts comme légumes. Nous lui avons déjà proposé d'autres légumes, mais elle ne veut pas, idem pour les fruits qui sont pourtant sucrés. Ce qui est démotivant pour les parents, c'est de prendre le temps de cuisiner et de prendre le temps pour au final essuyer des échecs. Merci. Oui, c'est complètement vrai. C'est pour ça que je parlais de la règle des 4 P avec la patience et la persévérance. Euh, alors, c'est vrai, des fois on cuisine et c'est un échec. Je continuerai à encourager Manon en lui disant bah, continuez, parce qu'on sait qu'il y a besoin de 15 à 20 interactions avec les aliments pour réussir à les domestiquer. Et s'il faut passer par du haricot vert dans de la salade de fruits pour y arriver, ben, pas de problème. C'est un petit peu comme l'exemple de la charcuterie. Et peut-être si cette petite, elle est, ou ce petit garçon, je ne sais plus si c'est une fille ou un garçon, si elle est en structure la journée, en crèche ou en nourrice ou en école, de demander aussi comment ça se passe ailleurs, de demander comment ça se passe avec les grands-parents, d'essayer de trouver des situations d'exception pour se rassurer aussi en tant que parent et voir quelles peuvent être les autres astuces. Et là aussi, des fois, c'est le pouvoir du groupe. Alors, je ne sais pas si c'est une enfant qui a des frères et sœurs ou pas, si ses parents mangent avec elle en même temps ou pas.
mais le pouvoir du groupe et de montrer l'exemple, c'est quelque chose d'important. Alors là, Manon, elle précise, chez Nounou, elle mange tout. Ah ben c'est formidable. Donc c'est pas une question de goût, c'est une question d'habitude ou de jeu avec ses parents ou de prise d'habitude qu'avec les parents ce serait comme ci et comme ça. Donc j'ai envie de dire à Manon qu'elle s'assoit bien dans son siège de parent en toute confiance, qu'elle persévère dans le fait de continuer et qu'elle dise à sa fille aussi, mais je sais que tu manges chez Nounou et que tu manges tout ça aussi, que tu en es capable, de l'encourager, de la rassurer. Et quitte à jouer avec un haricot vert, un radis, un haricot vert, un radis. Merci beaucoup. Alors, on a le témoignage de Claire. Donc, ma fille de 7 ans ne mange quasiment pas de viande ni de poisson. Cela la dégoûte. Un enfant peut-il être végétarien sans carence? Elle mange des œufs et du fromage. Alors, un enfant peut être végétarien, j'insiste, végétarien avec œufs, produits laitiers, sans carence, sous surveillance médicale quand même. Je pense notamment au fer, parce que ça dépend des enfants. Et à condition que les parents sachent constituer un repas végétarien. Donc là, c'est une éducation des parents au végétarisme. Le repas végétarien, il se compose quand même d'une manière un peu spécifique avec des associations végétales pour être sûr de bien trouver toutes les sources de nutriments. Et c'est pas très difficile, mais c'est un niveau de connaissance à avoir. C'est de savoir par quoi on remplace la viande et le poisson. Et puis l'autre question, c'est est-ce que c'est une question de vraiment de viande et de poisson ou est-ce que c'est une question de texture? C'est-à-dire, si c'était mixé dans une purée, est-ce qu'il y aurait un rejet ou pas de rejet? Et je crois qu'un tout petit n'est pas végétarien au sens où l'adulte peut l'entendre par rapport à l'amour des animaux ou le respect animal. Par contre, il peut avoir des aversions, des plaisirs ou des déplaisirs sur des textures et sur des goûts. Et c'est possible que ça tombe sur la viande et sur le poisson. Donc, on peut cacher, on peut jouer aussi avec la cuisine à ce niveau-là. Si la famille n'est pas végétarienne, on peut cacher la viande et le poisson. Si la famille a aussi des tendances végétariennes, eh bien, renseignez-vous auprès des diététiciens justement pour apprendre à bien composer les assiettes végétariennes. Alors, on a plein de questions qui arrivent, hein. Donc, il est 21h30. On va essayer de les balayer, en tout cas d'y répondre. Il y a une personne donc, qui parle de sa fille. Notre fille de 2 ans et demi grignote systématiquement en rentrant de la crèche. Elle cherche le sucré, bonbon, gâteau, de temps en temps yaourt avant de manger et arrive au repas, elle picore, que faire? Oui. Alors, elle précise qu'elle elle est suivie par une nutritionniste parce qu'elle a une courbe basse. Voilà. Ça fait penser à un enfant qui aurait à peine eu assez de féculents le midi et au goûter. Spontanément comme ça, je dirais, mettez un peu plus de féculents, pain, banane, semoule, etc. Au goûter et au midi. Mhm. Et donc, une autre question. Alors, une question, auriez-vous un exemple de petit déjeuner sain pour un ado de 16 ans? Parce qu'on n'en a pas parlé des ados. Oui, alors un ado de 16 ans, il peut se faire un sandwich avec du pain, du chocolat dedans et puis avoir un fromage blanc avec de la compote. Ou un ado de 16 ans, il pourrait se dire oh non, moi je préfère du salé et avoir du pain, du jambon et une pomme. Ou alors il pourrait avoir le côté blougli-blouga, là où il va mélanger des céréales, du lait, des fruits secs. Il peut y avoir plein de combinaisons. Mhm. Tout est possible finalement. Tout est possible. On va avoir un aliment énergie, un aliment santé, le fruit par exemple, et puis un aliment bâtisseur, donc c'est souvent le produit laitier. Mais pour un enfant de 16 ans, ça peut aussi être un œuf ou du jambon, ça dépend de sa constitution aussi. Et après, dans les goûts, avec les goûts, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Alors, j'ai une question. Alors, on a parlé des enfants qui ne voulaient pas manger. Et là, une maman qui dit, eh ben, Florence, elle nous dit, ben, moi, j'ai 2 enfants de 5 et 8 ans et un repas peut durer 1 heure les soirs de semaine. Ouais. Eh Alors, ben, est-ce qu'il faut les forcer à manger plus vite? non, ça reste normal. Tout à l'heure, quand je disais une demi-heure, c'était le minimum. Et 1 heure, ça reste assez normal. Je sais que pour le parent, c'est long.
mais ça peut rester normal parce que c'est le rythme des enfants dans son ingestion. Donc, j'aurais tendance à vouloir encourager cette maman. Alors, accélérer le pas trop, parce qu'on accélère tout trop tout le temps, et après, ça fait des adultes qui mangent trop vite et qui ont d'autres soucis de santé. D'accord. Donc, bah, il faut garder le rythme, en fait. Ouais. D'accord. Et une question de Sloane. Mon fils de 30 mois, il entre à l'école en septembre, donc il ira à la cantine, mais il mange uniquement des crudités. Il n'aime pas le sucré, il picore, je pense, le salé. Il a encore un biberon le matin et le soir. Comment faire pour qu'il mange normalement? Alors, c'est pareil de manger avec lui, de lui montrer l'exemple sur la composition d'un repas familial. Donc, crudité peut-être, mais il y a aussi le plat et puis le dessert avec un yaourt, par exemple. Et puis, de faire confiance aussi. C'est-à-dire qu'il va rentrer à l'école, hein, c'est ça, il va y avoir beaucoup de Oui. changements pour lui. Il va aller à la cantine. À la cantine, il va être accompagné aussi. Discutez-en avec les personnes justement qui accompagnent. Et je crois que sans y mettre trop d'intention, trop d'énergie, c'est vraiment, je ne sais pas s'il mange tout seul ou s'il mange à table avec les autres, mais autant que possible vraiment d'intégrer les enfants, les petits, hein, à table. Je repense à la maman où ça met 1 heure, que eux, les adultes, mangent bien en même temps qu'eux aussi, parce que sinon ça va lui attraper tout son temps de soirée. Mais si on fait tout ça ensemble, ça passera mieux. Alors, il y a une question d'une maman, alors, qui, elle dit: «Bon, ma fille de 12 mois, elle goûte parfois les préparations salées, et parfois, bah, pour que ça passe mieux, bah, elle mélange du salé avec une cuillère de yaourt». Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que la cuillère, c'est une erreur? Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Moi, je pense que c'est une bonne idée pour démarrer un nouvel apprentissage de goût. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et même, on peut avoir l'esprit très ouvert. Tout à l'heure, on parlait du haricot vert avec la salade de fruits, s'il faut, aucun problème. Après, c'est de le faire passer comme habitude qui se discute. C'est-à-dire que petit à petit, comme le nouveau goût va être accepté, eh bien, on pourra le faire sans yaourt, ou un coup sur deux avec le yaourt, un coup sur deux sans. Et petit à petit, ça permettra aussi de reconnaître, pour l'enfant, reconnaître l'aliment en tant que tel. Mais je crois que c'est une bonne idée, justement. C'est une excellente astuce de parents pour inciter, encourager et trouver des combines pour que ça rentre quand même dans la bouche et que ce soit toléré dans un premier temps avant d'être aimé. Et alors, il y a une question sur, quand notre fille refuse les féculents, hormis le pain et les bananes, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand l'enfant refuse catégoriquement un aliment, qu'est-ce Alors, qu'on fait? ça veut dire quoi catégoriquement? Alors, en général, l'enfant est expressif, hein, il va cracher, rejeter, etc., etc. Euh, je crois aussi qu'on peut jouer un petit peu comme l'idée du yaourt avec les aliments qui font plaisir à cet enfant-là. C'est de faire cuire des petites pâtes, petites peut-être pour la texture, bien cuites pour que ce soit assez fondant, et puis de jouer avec un peu de gruyère, un peu de sauce tomate, avec le légume s'il aime le légume, les crudités s'il aime les crudités, pour faire oublier que c'est une assiette de pâtes et la colorer, la déguiser, la rendre un peu plus joyeuse. On peut aussi jouer, c'est-à-dire qu'on peut avoir juste une pomme de terre entière à prendre de pleine main, à croquer comme une pomme cuite, hein, sous-entendu la pomme de terre. On peut avoir construit dans l'assiette. Je me rappelle d'une histoire d'un enfant qui voulait pas manger des petits haricots secs, vous savez, les petits haricots blancs. Eh bien, en fait, c'était le parent avait inventé une histoire avec les mignons. Je ne sais pas si vous connaissez les mignons, le petit dessin animé, en disant mais là, dans ton assiette, il y a plein de mignons. Et puis qui racontait une histoire autour de ça. Mais seras-tu capable de les manger? Ils vont se sauver, attention. Et puis l'enfant, il oublie l'aliment, il part dans son imagination et il arrive à consommer quelque chose. Utilisez l'imagination des enfants. Même s'il est très sensible à des textures, on a une maman qui dit, et j'ai un enfant qui est très, très sensible, hypersensible sur les textures. Que faire pour faciliter, en fait? Ouais, alors c'est là que les orthophonistes aussi ont des Ouais. outils pour Mm. les aider. Et parfois, les outils sont déroutants et étonnants, hein. Ça peut être de faire marcher son enfant pieds nus, ça peut être de jouer dans un bac à sable pour apprivoiser d'autres textures avec d'autres parties du corps pour pouvoir y arriver ensuite avec la bouche.
Eh bien, merci beaucoup Virginie. Je crois que j'espère je n'ai avoir oublié personne, hein, parce que dans le fil de conversation, ça allait assez vite. Peut-être une toute petite dernière, c'était comment travailler la texture, le rejet Oui, de la tomate. On en a parlé ça peut-être? Ou c'est moi qui… un petit. Ah oui, pardon, alors on en a peut-être déjà parlé alors. Par contre, je vois un tout petit message, là, j'ai vu passer Oui, à propos du téléphone ou des écrans. Non. Là aussi, je serais assez ferme. Autant je suis ferme sur on ne laisse pas manger un enfant seul, il doit être accompagné. Et sur un écran, non, parce que ça capte une partie du cerveau et de l'attention du cerveau. Et beaucoup d'études nous ont montré que ça augmentait du coup nos quantités de nourriture consommée. Et on a tendance globalement à manger trop. Donc non. Et on oubliera d'apprendre le goût quand on est devant un écran. Je pense que c'est un faux ami. Ça peut faire passer des choses, mais d'une mauvaise manière. même si elle a 13 ans, hein, parce que c'était ça. Et même si elle a 13 ans, même si elle a 13 D'accord, ans. Alors, d'accord. l'écran peut s'entendre si elle est toute seule, toute seule, toute seule, mais un enfant même de 13 ans ne doit pas être tout seul, tout seul, tout seul. Alors écoutez, là, je pense qu'on a plein de questions qui viennent, mais qui viennent en complément de ce qui a été dit, hein. Comment savoir si la diversification est bien complète, terminée, mais ça, Mm. Alors, je ne sais pas si on le sait un jour, en fait, non. parce qu'on va diversifier tout le temps, toute notre vie. Je voudrais peut-être dire aux personnes qui seraient encore connectées qu'on va refaire deux autres soirées sur la thématique alimentaire. On en a discuté, c'est à l'ébauche hein, actuellement avec vous en partenariat. Mais pour se dire que oui, c'est un vaste sujet, on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est super qu'il y ait autant de questions et que vous vous soyez connectés ce soir. Ça rappelle à tous à quel point c'est important de parler de ces choses-là. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez, qu'on n'en parle pas assez entre nous, entre parents, entre éducateurs, et que comme il y a autant de goûts que d'enfants, eh ben, il peut y avoir 10 000 astuces à tester et à essayer. Alors, je vais vous proposer qu'on conclue là-dessus, à savoir que demain, je vais envoyer un questionnaire et peut-être que c'est l'occasion, puisqu'il y aura une partie où vous pourrez vous exprimer, peut-être de poser, donner des pistes sur les prochaines conférences, puisque nous avons prévu 2 autres conférences d'ici la fin de l'année, une en septembre et une en novembre. On avait un peu évoqué des sujets, mais on en reparlera plus tard, peut-être aussi au regard de vos remarques. Voilà. Et puis, concernant le contenu de cette conférence, elle sera remise en ligne ensuite sur le site Parentalité, Parents Touraine, pardon. Il vous suffit de taper sur Google Parents Touraine et vous tomberez sur le site de la CAF. Et donc, vous retrouverez cette soirée. Et puis, on a parlé de bibliographie. Il y a des personnes qui demandent des ouvrages de référence. Eh bien, je pense que nous mettrons quelques ouvrages en ligne également sur les conseils de Virginie et de documents dont vous avez évoqué, notamment une bibliographie qui a été faite par la médiathèque d'Avoine dans le cadre du Réhab de Chinon et qui reprend des livres pour adultes et également des livres pour enfants parce que l'apprentissage de l'alimentation peut aussi passer par des livres pour enfants. Voilà. Donc, je pense que on va conclure là-dessus. Est-ce que Virginie, vous voulez intervenir une dernière fois? Merci, non, merci à vous, merci pour l'interaction et puis bravo Sylvie parce que je crois que les techniques ça a bien marché. Oui, ben Oui, merci bravo. beaucoup et merci à vous. Merci. Bonne soirée Bonne soirée à tous. et à très bientôt. Au revoir. Et au revoir.
Oui. Allô, Oui. Virginie? Oui. Ah, faut couper votre